Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Ouvrons ce 13h avec la Côte d'Ivoire. Depuis des semaines, l'espace du zoo d'Abidjan consacré à la mise en quarantaine des animaux affiche complet. De nombreux particuliers y ont abandonné leurs singes de crainte d'attraper le virus d'Ebola. Pourtant, le virus est encore absent de la Côte d'Ivoire. Abdoulaziz Maïga s'en fait l'écho. La psychose provoquée par le virus Ebola en Côte d'Ivoire, qui a fait chez les voisins libériens et guinéens plus de 2000 morts, grandit de jour en jour. Pour éviter toute contamination directe avec les animaux, les singes sont devenus une menace. Certains propriétaires abandonnent en pleine rue leurs animaux de compagnie. D'autres, moins inquiets, préfèrent les mettre en quarantaine ou en isolement dans des zoos. Il y a certains animaux qui ont été relâchés au niveau des quartiers et on vient nous solliciter parce que tous ceux qui passent, les riverains, cherchent à tuer ces animaux-là. Et ceux en général qui nous alertent, c'est les personnes qui ont l'amour pour les animaux. Pour M. Samouka Kane, directeur du zoo d'Abidjan, contrairement à ce que pensent certains, la mise en quarantaine des animaux n'est pas la solution à la prévention contre le virus Ebola. Mais je vous assure que si c'était le cas, que les gens se débarrassaient en quantité, comme dit industriel, donc en grande quantité, un grand nombre donc, de ces animaux, ça pourrait être un problème très très sérieux. Donc il faut qu'on y réfléchisse déjà et prendre d'autres dispositions que la quarantaine du zoo. Même si la psychose demeure, le zoo d'Abidjan continue de recevoir du beau monde. Et justement, aux États-Unis, le président américain Barack Obama a demandé au Congrès l'octroi de près de 90 millions de dollars pour lutter contre le virus Ebola qui ne cesse de prendre de l'ampleur en Afrique de l'Ouest. Les détails avec Uriel Abaga. Barack Obama, le chef de l'exécutif américain, veut 88 millions de dollars pour venir en aide aux pays touchés par la fièvre hémorragique Ebola. Cette requête doit être approuvée par le Congrès américain qui, selon plusieurs sources officielles, donnera son accord. Al Rogers, président de la Chambre qui supervise les dépenses fédérales, a annoncé il y a quelques jours qu'une aide supplémentaire sera débloquée pour venir en aide aux pays touchés par Ebola. Les États-Unis s'étaient déjà engagés à verser 100 millions de dollars en fourniture d'équipements de protection pour les travailleurs de santé, d'eau, de vivres et de matériel médical. Les 88 millions de dollars supplémentaires demandés par le locataire de la Maison-Blanche devraient servir, selon le Wall Street Journal, à l'envoi de nouveaux hôpitaux mobiles, de médecins et d'experts, de matériel médical, ainsi que la mise en place de formations pour les personnels de santé africains. Par ailleurs, l'armée a annoncé récemment la construction pour les travailleurs de santé contaminés d'un hôpital de campagne de 25 lits au Libéria, pays le plus affecté par le virus Ebola. Barack Obama compte également se servir du sommet des chefs d'État la semaine prochaine aux Nations Unies pour réclamer aux participants des engagements financiers et la fourniture de matériel et de personnel médicaux. Au Moyen-Orient, au cours d'une conférence de presse à l'Institut Carnegie de Bruxelles, le secrétaire d'État de l'OTAN a tenu des propos acerbes contre l'État islamique, arguant qu'il faut une réponse militaire contre l'attitude de cette organisation terroriste afin d'endiguer la propagation de ses effets. Carnot Atomomengue. Il faut une réponse militaire contre l'État islamique. C'est en ces termes qu'Andrés Fogh Rasmussen a abordé la question qui vient de réunir en France plusieurs chefs d'État et de gouvernements occidentaux. Au cours d'une allocution à Carnegie Europe à Bruxelles, le secrétaire général de l'Organisation de l'Atlantique Nord a fait la démonstration que rien n'est plus important que de maintenir une alliance forte, alors même que celle-ci doit faire face à des situations de crise d'instabilité et de terrorisme dans une zone allant de l'Est au Sud. Lorsque vous parlez de l'EI, vous parlez d'un groupe de terroristes avec qui il n'y a aucune chance de trouver une solution politique ni quoi que ce soit d'autre. En plus, comme je l'avais fait valoir, je pense que ce groupe terroriste constitue une menace non seulement pour l'Irak, mais aussi dans le monde en tant que tel.
Andrés Fogh Rasmussen pense donc que cet État ne serait qu'un groupe de terroristes qui commet d'horribles atrocités contre des milliers de personnes à travers l'Irak et la Syrie et en a profité pour condamner les meurtres des journalistes américains James Foley et Stephen Sotloff et du travailleur britannique David Hens. Le I commet des atrocités épouvantables et je pense en ayant été le témoin d'homicides, d'attaques contre les minorités religieuses et ethniques. Qu'à mon avis, nous sommes très proches d'un génocide. À mon avis, une opération militaire serait légitime tout en respectant les principes de la Charte des Nations Unies. Andrés Rasmussen, qui doit quitter ses fonctions à la fin du mois, a par ailleurs décrit un nouvel âge de troubles et de révisionnisme, également en raison de l'attitude agressive de la Russie dans l'est de l'Europe. En France, le mouvement de grève entamé le 15 septembre chez Air France s'est accentué ce mardi avec 6 vols sur 10 annulés selon la direction de cette compagnie aérienne française. Les pilotes protestent contre les bas prix pratiqués par la société concurrente Transavia. Suivant ce reportage. Suspense sur les vols ou obligation de se reporter vers une autre compagnie aérienne, les passagers d'Air France ont vécu une journée de galère ce lundi à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, au premier jour de la grève des pilotes de la compagnie française. Un avion sur 2 n'a pas décollé, engendrant ainsi de nombreux désagréments pour certains passagers africains. Écoutez, moi je suis cardiologue, j'ai accompagné une patiente se faire soigner dans un hôpital de la place et je dois repartir aujourd'hui même. À ma grande surprise, je viens à l'aéroport, le vol est annulé. Je dois aller à Cotonou. Le prochain vol n'est prévu que pour vendredi prochain, me disent-ils. Le PDG du groupe Air France KLM a expliqué lundi qu'il ne comprenait pas les raisons de la grève des pilotes, qui cloue la moitié des avions de la compagnie au sol. Alexandre de Juniac a même accusé les syndicats d'un certain immobilisme qui lui fait douter de la volonté d'aboutir à la résolution de leurs revendications. On a fait des propositions auxquelles nous pensons avoir avancé, pas sur toutes les revendications des organisations représentant les pilotes, mais sur un certain nombre important pour nous, qui ont été des concessions importantes. Je dois dire qu'en face, je n'ai pas vu beaucoup d'avancées. J'ai même plutôt vu un certain immobilisme qui, de temps en temps, me font douter de la volonté d'aboutir. Visiblement, la grève ne fait pas l'unanimité au sein de la compagnie. Certains syndicats de pilotes ne la soutiennent pas. Elle est également critiquée par plusieurs organisations représentatives, toutes les catégories confondues. Au Kenya, Victoria Kimani et d'autres artistes tels que Flavour du Nigeria prendront part à la saison 2 de Coke Studio Africa, le plus grand programme musical du continent qui a pour ambition de faire tomber les stéréotypes et encourager les artistes africains à travailler ensemble. Roland Jacob. L'artiste Flavour est une star dans son pays, le Nigeria. Il est au Kenya pour le tournage de cette édition 2014 de Coke Studio Africa. Et comme lui, des artistes viennent des 4 coins du continent africain pour jouer en direct devant un public et des millions de téléspectateurs à travers le monde. L'invité de marque de cet événement est connu pour ses chansons en langue Igbo, parlées dans le sud du Nigeria. Je pense que la langue que tu parles n'a pas d'importance, parce que la musique en soi est un langage universel. Ce qui compte, c'est le rythme, l'émotion, l'âme. Lancée en octobre 2013, la saison 1 avait déjà connu un grand succès. Coca-Cola avait alors dépensé des millions dans l'émission, une manière d'encourager les artistes africains à travailler ensemble. En tant que Nigérian vivant en Afrique de l'Est, vous le voyez, je peux voir comment les gens se construisent des idées d'année en année qui les empêchent de collaborer. Alors ce que l'on essaie de faire justement, c'est de construire des ponts dans cette Afrique divisée. Dans cette deuxième édition, les artistes mélangent musique traditionnelle, électronique, rock et benga kényan. Un mix que le Camerounais Frank Biong espère voir sortir du label Musique du Monde. Afin de faire quelque chose qui soit vraiment personnel, pas dicté par l'extérieur, il faut qu'on s'assure que cette génération d'artistes puisse travailler dans un environnement et avec une stratégie que l'on n'attend pas des musiques africaines. Depuis son lancement au Brésil en 2007, Coke Studio a aussi produit des émissions au Pakistan, en Inde et au Moyen-Orient.
Enfin, sport, football, des militants palestiniens ont manifesté lundi au siège de la Fédération française de football pour protester contre la candidature d'Israël à l'Euro 2020 dont le pays hôte doit être désigné vendredi, compte rendu de Michel Zueyi. Carton rouge contre Israël. Une vingtaine de militants du collectif Euro-Palestine ont manifesté lundi dernier au siège de la Fédération française de football pour protester contre la candidature d'Israël à l'Euro 2020 après les expéditions punitives de juillet et août dernier dans la bande de Gaza. Déjà, Israël ne fait pas partie de l'Europe, ça c'est clair. Mais en plus, lui donner l'honneur et le privilège d'organiser des compétitions internationales avec les massacres de populations civiles régulières, dont les assassinats de footballeurs, il y a un minimum de solidarité dans le football au niveau international, ou alors on n'a pas tout compris. À cet effet, l'instance européenne a émis des réserves sur la capacité des Israéliens à accueillir des rencontres en raison d'une situation politique complexe, selon un rapport d'évaluation dévoilé mercredi. L'UEFA juge nécessaire de réaliser des investissements pour qu'un tel projet puisse voir le jour. Au vu du climat d'insécurité qui règne actuellement en Israël, l'UEFA a décidé de délocaliser hors d'Israël, et cela jusqu'à nouvel ordre, tous les matchs des Ligues des Champions ou d'Europa League de football impliquant ces clubs israéliens. Les pays hôtes doivent être désignés vendredi par l'UEFA. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.